Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans les titres de l'actualité de ce lundi 13 juin. Loi travail, la CGT reste mobilisée. Demain, bon nombre de cheminots seront dans les rangs de la manifestation à Tours. D'autres seront à Paris, alors que la SNCF entame son 14e jour de grève. Cru du Cher et de la Loire oblige, certains musées français ont dû déménager leurs réserves stockées en zone inondable. C'est le cas du musée des Beaux-Arts. Et puis événement ce soir et demain au Palais des Sports, plusieurs centaines de choristes, danseurs et musiciens s'apprêtent à reprendre un grand classique, Carmina Burana de Karl Orff. Je vous le disais en titre, le bras de fer continue entre syndicats et gouvernement autour de la loi travail. De leur côté, les cheminots ne relâchent pas la pression. Grève SNCF reconduite demain. Trafic donc perturbé, mais très légèrement. En moyenne, vous le voyez, 4 TER sur 5 sur la ligne Tours-Orléans-Paris, 1 sur 2 entre Tours et Caen, 1 sur 5 entre Tours et Châteaudun. En revanche, trafic normal pour les TGV. Dans les rues Tours, une énième manifestation contre la loi El Khomri aura lieu demain. La CGT reste mobilisée, notamment les cheminots, qui d'un côté s'opposent à cette loi, de l'autre refusent de signer la nouvelle convention collective. Romain Delville. Ce midi, l'Assemblée générale des cheminots de la CGT de Tours a décidé la prolongation du mouvement de grève jusqu'à mercredi matin. Mais avant de penser retrait de la loi travail, les représentants du syndicat dénoncent la nouvelle convention collective de branche, celle du transport ferroviaire. La convention collective, elle est loin d'être à la hauteur de la réglementation qu'on a aujourd'hui au sein de la SNCF. Je rappelle quand même que la SNCF elle pèse plus de 80% dans la branche ferroviaire. Donc notre président Pépi, il avait quand même du poids et suffisamment de poids pour pouvoir discuter de cette future convention collective. Il a fait le choix de discuter autour de baisse de conditions sociales, ce qui ne nous satisfait pas. Insatisfaction également de la CGT pour la loi travail, alors que le Sénat a commencé l'étude aujourd'hui du projet de loi. Là, on est dans un cadre interprofessionnel. L'épreuve de force entamée il y a 3 mois continue donc avec le gouvernement, d'autant que le leader de la CGT, Philippe Martinez, a annoncé une mobilisation énorme pour la manifestation de demain. La loi El Khomri, on est concerné comme l'ensemble des salariés, ne serait-ce que sur l'inversion des normes, la médecine du travail, puisque c'est un élément aussi. Donc on est bien comme tous les salariés et à travers l'accord d'entreprise, il y a quelques éléments de la loi travail qui y figurent déjà. Bémol pour la mobilisation à Tours de la CGT, certains comptent se rendre à Paris pour la démonstration de force. Encore faudra-t-il bien choisir son train. Et suite au mouvement national prévu demain, la circulation du réseau bus sera impactée. Seuls 78% fonctionneront. En revanche, les tramways et les lignes scolaires circuleront normalement. Toutes les informations seront sur le site Fil Bleu. À noter également que le réseau risque d'être perturbé par la manifestation prévue en centre-ville. En bref, le centre lesbien, gay, bi et trans de Touraine rendra hommage aux victimes de la tuerie d'Orlando en Floride aux États-Unis lors de sa marche des fiertés qui se déroulera samedi prochain à Tours. 1 minute de silence est prévue à 16h30 sur l'esplanade du château. La fusillade a fait, je vous le rappelle, 49 morts et 53 blessés. Inondation dans le Loir-et-Cher, le conseil départemental et son président Maurice Leroy ont décidé de débloquer un fonds d'urgence d'1 million d'euros pour aider les sinistrés. 200 000 euros pour Romorantin, 500 000 euros pour les communes déclarées en état de catastrophe naturelle et enfin 300 000 pour les éleveurs et maraîchers. Cette aide d'urgence s'élève en clair à 600 euros par sinistré. Opération Arche de Noé pour Rocard de Tours, une semaine après l'annulation définitive du festival suite aux inondations de la plaine de la Gloriette. On commence à en savoir un peu plus. 180 000 euros environ de déficit, soit près de la moitié du budget du festival. Les organisateurs n'ont rien pu obtenir de la part des assurances. Par conséquent, un appel à l'aide est lancé aux élus et aux autres structures, mais aussi un appel à la solidarité en participant à des concerts de soutien par exemple, ou encore des cagnottes mises en place dans certains bars de la ville. Et ces crues du Cher et de la Loire ont poussé certaines administrations à se prémunir de futures inondations. C'est le cas du musée des Beaux-Arts de Tours, car depuis plusieurs années, cela devient de plus en plus compliqué de stocker ces réserves. Hormis le manque de place, certaines œuvres sont entreposées dans les sous-sols du musée, des pièces humides dans des zones parfois inondables, des conditions non adaptées pour des tableaux. Le projet de déménagement des réserves était prévu de longue date, c'est désormais chose faite. Aujourd'hui, les œuvres non exposées sont stockées à la Camusière de Saint-Avertin. Alexandra Vives et Robin Vatrin.
Il y a moins d'un mois, vous seriez passé ici. Il y avait 50 tableaux, un tout petit couloir pour circuler. Et là, en fait, en un mois, on a traité l'intégralité des œuvres, on les a emballées et elles sont parties à la Camusière à Saint-Avertin. Ce sont déjà 300 œuvres qui ont été déménagées. Plus de 11 000 les suivront dans les prochains mois. Le musée des Beaux-Arts fait le vide. Et il était temps car de nombreux problèmes se posent à la conservation des œuvres. Réserve en zone inondable, température, humidité, impossible à contrôler dans ce bâtiment historique. Mais surtout, la place commençait sérieusement à manquer. Quand on regarde en fait derrière moi, si vous voulez le tableau qui est le plus sur le bord, il faut que vous déplaciez jusqu'à 4 à 5 toiles pour accéder à un tableau. Ce qui est normalement en fait improbable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez besoin d'une œuvre, il va falloir en déplacer 5 ou 6. Et à chaque fois que vous déplacez une œuvre, vous lui faites courir un risque. Dans ces nouvelles réserves, le musée n'aura plus ce problème. Encore faut-il que les œuvres arrivent entières. Et pour de nombreuses pièces, c'est du sur-mesure. Le plus compliqué, c'est au niveau des appuis. Vous voyez, des appuis comme ça, là. Savoir où on les met, et puis il en faut de chaque côté. Il en faut devant, derrière. Donc après, en fonction de la statue, ça peut être très simple. Et puis après, des fois, c'est un peu plus compliqué. Il faut s'adapter. Un projet de grande ampleur, 3 ou 4 voyages seront nécessaires au transfert. Et c'est un espace de 1600 mètres carrés qui accueillera les œuvres du musée. Et là, on se retrouve à la Camusière avec des réserves qui sont faites pour ça, je dirais. Avec un mobilier adapté, avec des grandes rails adaptés, si vous voulez, sur lesquels on tirera sur ces rails, et puis on aura les tableaux qui seront accrochés les uns à côté des autres, etc. Et surtout, les œuvres sont en très grande sécurité de conservation. Voilà, c'était ça surtout. Et là, c'était très urgent de le faire. En vidant ces réserves, c'est plus d'un tiers de l'espace du musée qui est libéré. Il sera ensuite, dès que possible, réouvert au public. En bref, macabre découverte dans le Loir-et-Cher. À Frédeval, un homme de 66 ans a été retrouvé mort à l'intérieur de sa maison. Un décès qui remonterait à au moins 2 mois. L'alerte a été donnée par un employé communal interpellé par les aboiements du chien du sexagénaire. Les pompiers et les gendarmes qui sont intervenus ont conclu à une mort naturelle. Aucune effraction n'a été constatée. Fini les bouchons à Vendôme. Le 4e et dernier tronçon de la déviation est enfin terminé et il a été inauguré hier en présence de nombreux élus. Cette déviation permet de contourner Vendôme par l'ouest sur plus de 10 km et d'alléger le trafic. Ainsi, poids lourds et voitures venant de Tours ou de Blois n'auront plus à passer par l'agglomération vendômoise. Démarré en 2004, ce chantier d'envergure pour le département du Loir-et-Cher aura coûté au total 32 millions d'euros. Romain Delville. Il était prévu une fête pour inaugurer la fin du contournement de Vendôme. La météo en a décidé autrement. Les animations avec les jeunes cyclistes, patineurs à roulettes, trottinettes ont été annulées à cause des risques d'orage. Quelques-uns, pas prévenus ou téméraires, avaient fait le déplacement pour circuler sur le goudron tout frais et humide aussi. La piste cyclable sur la déviation, elle est très bien, elle est bien roulante, c'est impeccable. J'étais jusqu'au rond-point de Blois et il n'y a pas de problème, c'est très bien. Ça s'est bien passé. Le matin, quand vous pointez vers 9 h, j'ai vu découvert des bouchons sur quelques centaines de mètres. Et je pense que là, ça va quand même aider beaucoup pour aller sur la zone ou la direction de Blois direct. La déviation de Vendôme en 4 tronçons a coûté 32,2 millions d'euros au conseil départemental, dont 4 millions pour ce dernier tronçon. Le plus petit est celui qui permettra aux poids lourds en transit de ne plus passer avenue Gérard-Yvon pour rejoindre la mythique Nationale 10. Ça s'arrose. Réclamé par l'association de riverains Déviation 37 à la fin du siècle dernier, mise en route en 2004, le chantier relie désormais Vendôme du nord au sud avec accès aux zones d'activité du secteur. C'est un défilé de poids lourds sur l'axe venant du Mans notamment, qui était une ancienne route nationale et qui traversait toute la ville de Vendôme, qui a quand même 17 000 habitants. Donc vous voyez, ça impactait gravement Vendôme. Donc pour Vendôme, c'est formidable. C'est plusieurs milliers de poids lourds qui vont être déviés. Et puis pour eux, ce sera mieux aussi en termes de circulation, parce que c'est pas très marrant pour les routiers d'avoir à traverser Vendôme. Après Célette, les Roches-l'Évêque, Contres et maintenant Vendôme, c'est le contournement de Montoire-sur-le-Loir qui va être étudié. Sécurité routière avec ces chiffres pour le mois de mai 2016. Avec, vous le voyez, pas de réelle amélioration sur les routes d'Indre-et-Loire. Toujours plus d'accidents et de blessés par rapport à mai 2015. 2 personnes ont perdu la vie dans ces accidents. L'année 2016 reste donc une année noire. On comptabilise 18 morts depuis le début de l'année, soit 2 fois plus qu'en 2015.
En sport, jour J pour la République tchèque qui disputait aujourd'hui son premier match de l'Euro face aux Espagnols à Toulouse. Les Tchèques, vous le savez, en résidence à Tours pendant toute la compétition, se sont inclinés 1-0 face à l'équipe de la Roja, but de Gérard Piqué. Prochain match pour Plasil Tchèque et leurs coéquipiers vendredi à Saint-Étienne face à la Croatie. Autre événement ce début de semaine, celui-là musical au Palais des Sports de Tours. Plusieurs centaines de choristes, danseurs et musiciens s'apprêtent à reprendre un grand classique, le cantate Carmina Burana de Karl Orff. Une aventure artistique qui regroupe pas moins de 6 chœurs, l'orchestre symphonique Poulenc, mais aussi des élèves de la section danse et technique du lycée Paul-Louis Courier. Un spectacle hors norme à découvrir ce soir et demain uniquement. Romain Delville. Près de 300 choristes d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher, les danseurs sont en majorité issus de la section technique de musique et de danse du lycée Paul-Louis Courier, les secondes, les premières et les terminales. Entre les deux, l'orchestre symphonique Poulenc du Conservatoire de Tours. Un dispositif impressionnant pour une œuvre monumentale, Carmina Burana de Karl Orff. Ça parle aussi bien de l'amour, du printemps, de la roue qui tourne, au Fortuna évidemment avec ce célèbre premier et dernier mouvement. Et puis c'est cette référence à un moment à un signe qui meurt. Voilà. Donc il y a vraiment un peu de tout dans cette œuvre et je pense que ça fait ça procure une certaine richesse et une certaine diversité pour un public. Carmina Burana, ce sont 25 mouvements avec autant d'entrées et de sorties de scène pour les danseurs et danseuses. Carmina Burana, ce sont aussi des tubes du classique, en particulier l'ouverture et le final. Une intensité qui va crescendo, l'orchestre percute, les chœurs tirent sur les aigus et sur le plateau, les danseurs livrent comme un combat. C'est une espèce de colère qui va ressortir dans ce projet, colérique, quelque chose qui pulse, qui envoie, on va dire. Je pense qu'il y a encore des petits arrangements à faire niveau costume et tout, et même dans les placements, je pense qu'on va revoir certaines choses, mais ça devrait le faire pour demain. Plus de 400 artistes, 1600 spectateurs attendus, le Palais des Sports a rarement l'occasion de vibrer au son de la musique symphonique. Ce soir, il affiche complet. On reste dans la culture et on prend maintenant la direction de Loches avec cette exposition exceptionnelle et inédite. Gustave Courbet, peintre réaliste du 19e, s'invite l'espace d'une saison chez son élève, le peintre lochois Emmanuel Lancier. L'exposition vient tout juste d'ouvrir avec au total une 40aine d'œuvres de Courbet. Pour Loches, cet événement est évidemment une formidable vitrine pour mettre à l'honneur le patrimoine de la ville et attirer encore plus de touristes. 15 000 personnes sont attendues jusqu'au 2 novembre. Alexandra Vives. À l'entrée de la cité royale, la maison du peintre lochois Emmanuel Lancier. C'est là que son maître s'est installé, le temps d'un été, à travers une exposition à taille humaine qui met en lumière l'influence de Courbet sur l'œuvre de son élève. Au cœur de l'exposition, l'atelier d'enseignement, symbole de la rencontre des deux artistes. Et ce que Lancier a découvert à travers Courbet, c'était plus sur le principe de garder son intégrité, son originalité, de ne pas se laisser influencer par les autres. Il disait, il n'y a pas de maître, il n'y a pas d'élève. Peignez ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de faire, mais ne vous laissez pas influencer. Ça, c'était vraiment l'école de Courbet. C'est en fait un jeu de regards croisés qui est mis en scène. Au total, ce sont une 40aine d'œuvres et d'objets personnels du maître Gustave Courbet qui viennent répondre à celles de l'élève. Emmanuel Lancier est le peintre de Loches. Nous sommes ici dans la maison qui a été léguée par le peintre à la ville de Loches. Il était donc tout naturel que cette exposition mêlant Gustave Courbet, le maître, et l'élève Emmanuel Lancier ait lieu dans cette maison. Pour Loches, l'événement s'ancre dans la volonté d'affirmer la ville comme un site touristique où le patrimoine est à l'honneur. Ça nous permet effectivement en même temps de rendre Loches plus attractive et puis d'en faire la promotion effectivement au niveau national. Donc c'est une opération à double détente si je puis dire. L'exposition espère attirer d'ici novembre environ 15 000 visiteurs. Dans un instant, Jean-Patrick Gilles, député socialiste d'Indre-et-Loire, sera notre invité. Nous parlerons loi travail, politique gouvernementale et d'un nouveau dispositif pour financer le permis de conduire. Restez avec nous, à tout de suite.